Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce premier live Instagram dédié au programme Chimise Business. Je vais laisser d'abord quelques secondes pour que les gens s'installent et le temps que Aïssatou me rejoigne, mon invité du jour, pour qu'on puisse commencer. Alors, vu l'heure du live et qu'on va parler manger aujourd'hui, j'espère que les sarènes ne vont pas m'en vouloir. Ils vont devoir juste patienter une petite heure, le temps qu'on fasse le live pour aller déjeuner. Mais je pense qu'en fait, ça les mettra en appétit. Alors, je crois qu'Aïssatou est... Bonjour tout le monde, oui. Bonjour Hadija, bonjour Eve, Bonjour, bonjour Simon Regarde, bonjour Aïssatou. bonjour, Tinabou, ça va? Comment tu vas? Bien, et Ça toi? va super? Ouais, top. Je suis trop contente de t'avoir. Trop, trop Pareil, contente. est-ce que tu m'entends bien? C'est bon? Oui, je t'entends très bien. Je vais demander aux gens qui sont avec nous, peut-être si ils nous entendent bien et tout ça, de nous signaler s'il y a quoi que ce soit. Bonjour Dave, bonjour Amina, bonjour Abibatou, bonjour tout le monde. Je suis très contente de recevoir aujourd'hui Aïssatou parce que Aïssatou a sauvé plus d'une fois, en tout cas, des tentatives culinaires. Tu as sauvé vraiment des tentatives culinaires parce que depuis quelque temps, je me suis prise en tout cas d'un engagement et puis d'une passion aussi de vouloir changer notre façon de cuisiner et j'ai voulu tester des choses. J'ai eu beaucoup de ratés et je crois que si, si je me rappelle bien, la première fois en fait que la première fois en fait quand j'étais découverte, c'est parce que je cherchais une recette de pastel en fait au Ah, mil. Voilà, je dis bah tiens, je pense que ça devrait être bien parce que le mil quand c'est frit, en fait ça donne un peu du croustillant aux choses. Donc voilà, j'étais dans ce truc-là et je suis tombée par hasard vraiment en fait sur toi il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. d'accord. Je suis tombée sur toi et enfin, j'ai découvert en fait un univers, voilà, extrêmement appétissant, innovant et créatif. Et je voulais t'en Merci, féliciter aujourd'hui. merci beaucoup. Alors, je vais te laisser en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es rapidement, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, oui, donc moi je m'appelle Aïssa Toumbaye, je suis beaucoup de choses, je ne sais même pas par où commencer. Je suis ce qu'on appelle une work entrepreneur. Donc, je travaille, mais à côté, je suis entrepreneur sur beaucoup de points. Donc, Oui, je suis l'auteur, donc blogueuse culinaire, donc auteur du blog Ice Cuisine. oui, Je suis auteur de livres de cuisine aussi. oui, Je suis la fondatrice du café-restaurant Keliba Café à Dakar. oui. Je suis aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je fais également du consulting culinaire et puis d'autres sujets en rapport avec les saveurs d'Afrique, voilà, où j'apporte un peu les recherches que j'ai pu faire et ce qu'on peut dire une expertise sur ce sujet. Voilà. Ouais. Bah écoute, je vois en fait plusieurs casquettes et en fait, moi j'ai envie de dire que maintenant j'arrête de demander aux femmes qu'est-ce qu'elles font parce qu'elles Oui. font tout. Enfin, Ouais. c'est extraordinaire. Donc elles font plein de choses. On voit que voilà, tu as ton boulot, tu as aussi ton entreprise à côté, tu as des choses qui te passionnent, tu fais énormément de choses en même temps.
Et je pense qu'on aura justement l'occasion d'en parler, à quel point justement tu arrives à faire ça grâce au digital. Juste par rapport à l'introduction, je vois une question, c'est quoi Keliba? Avant qu'on aille voilà, un peu plus loin, parce que je rappelle que tu es la fondatrice du Keliba Café. Donc, on me demande, ça veut dire quoi Keliba? Alors, Keliba, en fait, ça vient de Kenkeliba. Donc, Ouais. le Kenkeliba qu'on connaît. Pourquoi on lui a donné ce nom? Donc, ce nom, c'est parce que déjà, Keliba Café, c'est pas vraiment un restaurant, c'est un Oui. café-restaurant. Mhm. Donc, j'ai voulu retourner un peu à nos traditions d'antan et remettre au goût du jour nos Oui. infusions parce que je trouve qu'on a énormément d'infusions en Oui. Afrique. Et comme le kenkeliba, le Oui. moringa, le Oui. bissap chaud, Mm. le bissap ou le bouille, etc., infusion de citronnet, etc., qu'on peut faire. Et moi, je voulais vraiment, parce que j'adore le petit déjeuner, donc je voulais Mhm. vraiment mettre en avant cette culture du petit déjeuner où le Sénégalais, le petit déjeuner type du Sénégalais va être mis en avant, comme Mhm. le lard, le fondé. On va mettre en avant les infusions que nos grands-mères nous donnaient. Et pour moi, Mhm. le quinqueliba, ça représentait vraiment l'esprit que je voulais donner. Et c'était Mhm. aussi un clin d'œil à ma grand-mère maternelle qui nous donnait du quinqueliba tout le temps au petit déjeuner. Et elle nous mettait du lait dans le quinqueliba. Ça avait cette couleur rose-là qui m'enchantait quand j'étais enfant Ouais. et Ouais. que j'ai voulu reprendre, mais de manière un peu plus gastro, en faisant le quinqueliba latte où le lait va devenir de la mousse de lait, etc. Donc, c'est vraiment un hommage que je fais déjà au Sénégal, Mhm. à la culture du petit déjeuner au Sénégal que je trouve qu'on a un peu mis de côté malheureusement. Oui. Et puis à ma grand-mère, voilà. Donc c'est vraiment Keliba Café. C'est un café-restaurant où vous allez manger du petit déjeuner, vous allez bruncher à la sénégalaise et vous allez manger des plats qui sont non seulement des plats typiques du Sénégal, donc des plats traditionnels, mais aussi Mhm. des plats à base d'ingrédients locaux. Donc Oui. voilà, voilà. Oui, Alors, je confirme, c'est vraiment ça, en fait. Et tu parles de ta grand-mère à juste titre. C'est vrai que le kenkeliba, en fait, vraiment, ça fait partie des odeurs, des souvenirs d'enfance. Et j'allais te demander justement, vous êtes team avec ou sans lait. Donc, donc les deux. Mais voilà. le lait, voilà, c'est ma Madeleine de Proust en fait, le quinqueliba au lait. Ah oui, non, mais c'est génial. Et puis, c'est vrai qu'on on le faisait mousser un peu comme ça, là, avec la fourchette ou la cuillère. Et je confirme, effectivement, tu as su, de manière vraiment très, très intelligente, reconduire ça au niveau de Keliba Café, où tu proposes des petits déjeuners, des déjeuners et plein d'autres choses. Donc, je vous invite, bien sûr, à aller fouiller sur le profil de Ice to Cuisine pour voir de quoi on parle. Et il y a aussi un profil Keliba Café. Donc, pour revenir aujourd'hui à ce qui m'a fait te demander de venir en fait, c'est dans le cadre en fait de ce programme-là, She Means Business, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de programmes qui accompagnent les femmes entrepreneurs, mais dans ce programme-là, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment d'impliquer au maximum les entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience ou qui ont en tout cas testé, innové un certain nombre de choses, qui ont un certain type de parcours pour faire ce retour d'expérience parce que vraiment avec le recul de plus en plus je me rends compte c'est ce qui est le plus important par rapport à tout ce qu'on peut faire en business plan, etc., etc. Ça peut aider, mais rien ne vaut en fait l'expérience vécue d'une entrepreneur qui va le partager à d'autres et peut-être à des femmes qui veulent se lancer et qui hésitent. Donc, ce programme She Means Business, en fait, a deux volets. On va proposer un certain nombre de formations aux femmes entrepreneurs et aux femmes aspirantes entrepreneurs pour des formations gratuites en ligne pour apprendre à utiliser Instagram comme on le fait aujourd'hui pour développer leur business et aussi pour apprendre à utiliser Facebook, faire de la publicité et surtout utiliser WhatsApp Business pour gérer son menu, des choses comme ça. Donc, c'est ça l'essence. Et l'autre volet, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment tous ces lives qu'on va faire avec des femmes entrepreneurs inspirantes. Et aujourd'hui, le titre de ce live s'appelle Nile.
pour voir en fait comment Aïssatou fait, Aïssatou non koy defee, etc. Et donc, j'ai une série de questions. J'ouvrirai, on va dire, dans les 15 dernières minutes, quelques questions aux personnes qui nous suivent. Mais moi, la première question, en fait, avant de parler même de digital, parce que le digital, ce n'est qu'un outil, mais d'abord, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu en es venu à la cuisine? Comment tu es arrivé, en fait, à la cuisine? Alors, la cuisine, bah, je peux dire que je suis tombée dedans depuis que je suis petite. J'ai Ouais. toujours adoré cuisiner et c'est quelque chose c'est une passion que je partage avec ma maman. Donc, c'est une Mhm. femme. Ma mère, en fait, elle est femme au foyer. Donc, elle a consacré toute sa vie à nous éduquer Ouais, et donc, elle a que des filles. Avec toute la pression sociale que ça, au Sénégal, ouais, d'avoir que des filles. ouais, Donc, ma mère a ouais. 4 filles. Donc, elle voulait vraiment éduquer 4 filles qu'on pouvait marier. Voilà, on peut dire ça comme ça, des filles mariables, des bonnes filles. Donc, franchement, elle nous a très tôt montré un peu comment la cuisine, elle nous a très tôt montré la cuisine. Et en fait, moi, ça a tout de suite accroché, j'ai adoré en fait ce moment de partage avec elle où elle me donnait un petit rôle au début. Le premier rôle, c'était de boulonnoquer, enfin, c'était de piler. Et pour moi, c'était énorme. Donc, j'adorais ça. Ce que j'aimais moi, c'était éplucher les oignons, etc. Mais des petites tâches comme ça, pour moi, c'était un moment de partage avec elle. Et donc, quand je suis venue étudier en France, en fait, je pense que je recherchais à revivre ces moments-là. Donc, le fait d'être loin du Sénégal, loin de ma mère, etc. Donc, c'était la première fois où j'étais vraiment loin de mon pays et de mes parents. J'ai voulu revivre ces moments-là. J'ai commencé à cuisiner comme une folle, en fait, dans ma chambre étudiante. Mhm. Et après, c'est devenu une passion. J'étais hyper active, en fait. Je cuisinais tout le temps pour justement manger les plats du Sénégal et ne pas sentir ce manque-là. Après, j'ai Mhm. tout de suite créé une page Facebook, un groupe Facebook où je Ok. partageais mes recettes avec des étudiants. Donc, Mhm. bien avant Ice to Cuisine, il y a eu le groupe Cordon Bleu que j'animais depuis, là, ça va faire plus de 10 ans même. Mhm. Avant, voilà, où je partageais, c'était à l'époque où j'étais étudiante, où je partageais avec mes amis étudiantes et puis d'autres étudiants. On se retrouvait autour de pique-niques, etc. Et on parlait de bouffe et de cuisine. Donc, en fait, je peux dire que je suis tombée très tôt dedans et c'est une passion que j'ai nourrie au fil des années. Oui, alors ce que tu racontes, c'est extrêmement, comment dire, c'est super sympa parce que c'est vraiment en fait la culture culinaire en fait qu'on a au Sénégal qui est très sur la transmission. Voilà, comme Oui, tu dis, la petite fille qui est en cuisine, qui est un peu le commis de cuisine, bon, qui va refuser les oignons et tout ça, comme tu disais, mais qui va voilà mettre dans la cuisine, comment dire, dans la marmite, mettre ça dans la c'est marmite, ça. etc. C'est comme ça en fait qu'on a appris à cuisiner et qu'on continue d'essayer de le faire. Donc il y a vraiment cette transmission qui est très en fait qui est un lien très fort entre les mamans et leurs filles. Et ce qu'on voit en fait, et c'est j'en viens à ma deuxième question, c'est que tout de suite aussi tu as eu envie de partager. Et tu as Oui. utilisé en fait le digital de manière très spontanée, hein, parce que peut-être que tu peux nous dire pourquoi en fait tu es allé vers le digital, pourquoi tu as eu cette envie-là de partager, parce que tu pouvais rester dans ta chambre, faire tes petits plats, voilà, manger toute seule ou avec des amis, mais sans plus. Pourquoi en fait tu as senti ce besoin d'aller vers le digital et de créer ce groupe où tu partages justement tes recettes? Oui, alors au début, en fait, c'était donc, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'étais dans ma chambre étudiante. Je pense que c'est après les gens qui m'ont demandé des recettes, de fil en aiguille. Chaque fois, on me demandait des recettes. En fait, c'était plus facile de réunir des gens autour d'une communauté. Donc, Mm-hmm. au début, le choix le plus logique, c'était le groupe Facebook. Oui. C'était l'endroit où on pouvait regrouper le maximum de personnes et échanger. Et puis, voilà. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé avec le groupe Facebook. Et c'était très bien. On était tous étudiants. Et puis le groupe, à un moment, bah, on s'est tous mariés. Je crois, je crois qu'on s'est mariés. On n'avait plus le temps de venir papoter, etc. Donc je pense qu'on a évolué d'étudiants. Après, on est entré dans la vie active. Donc le groupe a un peu changé. Donc après, j'ai eu d'autres déclics en fait qui m'ont fait vraiment me pencher vers le blogging qui est en fait qui a finalement nourri mes deux passions qui sont l'écriture et la cuisine.
Oui. Donc, j'adore écrire. Mhm. Et puis, j'adore cuisiner. Et pour moi, donc, le choix le plus logique, c'est de faire un blog. Et c'est d'ailleurs mon mari qui m'a vraiment poussé vers ce choix-là, qui m'a dit, mais tu postes beaucoup de choses et tu as quelque chose à dire. Parce que moi, j'arrêtais pas de lui casser les oreilles, de râler en disant oui, mais pourquoi les gens, quand on dit bissap, tout le monde pense qu'au jus bissap, etc. Pourquoi Mm. tout le monde, et là en France c'est pareil, pourquoi il y a énormément de préjugés sur nos cuisines, pourtant c'est super bon, etc. Mais comment, il me dit, mais fais un blog, pourquoi tu fais pas? J'ai dit oui, mais c'est trop dur, moi je suis pas développeur, je peux pas faire un site et tout. Mm. Et à l'époque, j'avais encore ces freins-là à me dire, je peux pas faire parce que je suis pas informaticienne, comme on dit, donc je peux pas faire un blog. Mhm. Et il m'a dit, bah, il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il m'a dit, t'as qu'à apprendre. Ah, Je bah, lui dis, j'apprends quoi? Il me dit, apprends à faire un blog. oui. Apprends. Et en fait, mon mari, c'est quelqu'un qui est, pour lui, on peut être autodidacte en tout. Lui, c'est un autodidacte né, en fait. Il apprend tout ce qu'il veut apprendre. Et je Mhm. pense que ces quelques mots-là, ça m'a beaucoup apporté finalement. Parce que Mhm. depuis lors, j'ai pas cessé d'apprendre et d'être autodidacte dans tout ce dont, en fait, j'ai besoin pour mettre à bien mes projets. Parce Mhm. que plusieurs fois, on me demande comment tu fais, comment, etc. Eh bien, j'apprends, c'est tout. On n'est pas avec tous les outils nécessaires pour faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pour Mhm. ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'il y a des formations, c'est pour ça qu'on Ouais. apprend des choses. Et l'homme, en fait, l'homme, on est là pour apprendre. Et à un moment, je pense qu'il faut arrêter de se donner des barrières, en fait, se dire je vais pas réussir parce que je sais pas ou je sais pas faire. On n'est pas omniscient, en fait. Il faut apprendre, c'est tout. Donc, j'ai appris, comme tout le monde, j'ai regardé des tutos YouTube, j'ai lu des livres. Après, j'ai fait mon blog. C'était mon premier blog. Le blog était pas assez joli parce que je me connais pas trop en design. Donc, j'avais aussi des choses à apprendre en design. Donc, mais j'étais fière d'avoir pu faire moi-même ce blog-là, de m'être posée et d'avoir construit, je ne sais pas combien d'heures de vidéos YouTube j'ai dû absorber, mais j'ai pu au moins créer moi-même mon blog, mes articles, etc. Donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans le blogging parce que j'avais des choses à dire. Ouais. J'avais un cri du cœur et le cri du cœur, c'était, je voulais qu'on consomme local autrement, pas juste Mhm. les choses que je voulais vraiment qu'on puisse se rendre compte qu'on avait un potentiel énorme, qu'on avait des trésors culinaires et qu'il fallait Mhm. le réaliser en fait. Et je ne Mhm. pouvais plus voir des gens se dénigrer et puis avoir un certain idéal pour les produits Mhm. enfin importés, les produits occidentaux, alors qu'on a vraiment des richesses chez nous. Et puis Mhm. de l'autre côté, je voulais vraiment montrer aussi du côté de l'Occident que l'Afrique avait des trésors et que voilà, pour moi le blogging c'était la voie que j'ai trouvée. Ben, écoute, moi, ce que j'entends, ça résonne beaucoup chez moi et il y a Amina qui nous suit de Mina Pro, qui est très engagée justement dans tout ce qui est apprentissage. C'est Voilà. extrêmement voilà, Amina qui nous dit ça. Mais enfin, c'est la clé, comme tu dis, hein. Aujourd'hui, dans le digital, tu as parlé de tutos, des milliers d'heures qu'on mange en fait sur YouTube. Tout est accessible. Oui, Voilà. Aujourd'hui, même Harvard est accessible, des fois même oui, gratuitement, voilà, en ligne, voilà, pour apprendre. Donc, on n'a plus en fait cette excuse-là de dire que je ne sais pas, je ne peux pas. Donc, ouais, on apprend, on essaye, c'est on ça. fait mal, on corrige et on se dit qu'en fait là, bon, je vais faire mieux. Et voilà, moi personnellement, en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup de choses dans le digital. Je forme même des gens alors que je n'ai jamais été à l'école pour ça. J'ai tout appris toute seule. Donc, Ouais, voilà, ça résonne beaucoup chez moi. Et ce que j'entends aussi d'autres, c'est que tu parles de cet engagement-là, en fait, en termes de, voilà, l'image aujourd'hui qu'on a de notre, comment dire, patrimoine culinaire, de changer, en fait, le narratif à travers l'écriture. Parce que si on laisse juste les gens dire, ah non, au Sénégal, oui, le bissap, on le boit qu'en jus. Oui, au Sénégal, le poulet, on le mange quand il y a ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On laisse les autres raconter notre histoire à notre place. Et c'est ça. viendrai en fait dans la dernière partie sur le contenu. En fait, il faut créer son propre narratif, il faut créer Oui, sa propre histoire. c'est Donc, on ça. a compris en fait le shift que tu as fait, qui était vraiment parti d'un besoin de partage, où tu t'es formé ensuite, que tu t'es donné les moyens. C'est vraiment ça aussi que je veux que les gens retiennent et les femmes se Oui, donner les moyens d'eux.
C'est ça. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que quand même, bon, aujourd'hui, tu n'es plus qu'une blogueuse, en fait. Hein? Maintenant, tu es une businesswoman. Comment tu passes, en fait, de cette étape de blogueur culinaire à une serial entrepreneur qui ouvre un restaurant, qui lance un livre, etc., etc. Comment tu passes voilà, comment tu fais le shift? Je pense qu'en fait, l'un appelle l'autre, en fait. Les projets s'enchaînent. À mesure qu'on avance sur des pas, on se dit, mais, ah, en fait, c'est réalisable. Mais en fait, c'est facile. En fait, c'est Ouais. faisable. On se dit, bon, Ouais. allez, next, prochaine étape, on va relever d'autres défis. Parce que une fois, j'avais fait une publication pour expliquer ça. Moi, avant le restaurant, ça paraissait énorme. Pour moi, c'était un rêve Mm. presque irréalisable parce que j'ai pas d'argent. Je me disais, mais moi, j'ai pas les moyens de me faire de faire un restaurant où je vais trouver les sous. Je ne sais pas gérer un restaurant, je ne suis pas chef, c'est peut-être rien pour beaucoup, mais pour moi aussi, je me disais que je n'étais pas légitime, je ne suis pas chef. En fait, je me mettais beaucoup de barrières. Ouais. Donc, j'ai commencé avec le blog en ayant en fait ce rêve-là de restaurant, mais c'était vraiment un rêve. Après, de fil en aiguille, je pense que le fait d'avoir parlé du blogging, de parler de mon engagement pour le consommer sénégalais, le consommer local, la valorisation, j'aime même plus trop ce mot parce que pour moi, valoriser, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. En fait, non, pour Ouais. vraiment mettre en lumière nos trésors. Après, je suis passée de ça. Alors, j'ai eu envie de faire un livre. Pour moi, le blog, ça ne suffisait pas. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Et que pour moi, il fallait mettre, coucher sur du papier tout ça, toutes ces choses que j'avais envie de dire. Et pour moi aussi, le meilleur moyen de rendre immortel quelque chose, c'est de l'écrire et puis de le laisser sur le papier. Donc, pour Oui. moi, il fallait rendre un peu tout ce que je disais un peu immortel. Bon, c'est peut-être un peu poussé, mais voilà. Pour moi, il fallait une trace écrite. Oui, la trace, Et voilà, c'est ça. l'empreinte. Il fallait une trace écrite de tout ce que, et même une trace qui reste en fait. Parce qu'on ne sait jamais si demain un bug Internet n'existe plus, je ne sais pas, le blog peut disparaître ou demain, mais au moins il y aura le livre. Et donc Ouais. voilà, je suis passée sur ce livre-là et d'avoir vu ce livre devenir réalité, ça a aussi été un grand pas pour moi et ça m'a permis de me dire, en fait, c'est possible. C'est possible Oui. d'avoir envie de faire un livre et de le faire. Et le livre s'est fait dans des conditions mais extraordinaires. J'ai financé ce livre au début, enfin le livre, je l'ai fait en auto-édition, ça veut dire que j'avais aucune maison d'édition pour porter ce livre-là. Je suis ma propre maison d'édition. Le livre a été financé par ma communauté. Donc après, on parlera de ça tout à l'heure, peut-être de l'importance d'avoir une communauté. Donc c'est les gens de ma communauté, les marques avec qui j'ai travaillé, les partenaires qui ont sous un format de crowdfunding, ce qu'on appelle crowdfunding, qui ont financé mon livre. Voilà. Donc ça veut dire que les gens ont cotisé pour que je puisse faire ce livre-là. À travers Facebook, à travers Instagram, les réseaux sociaux, voilà, etc. Les gens ont cotisé et puis j'ai pu réaliser ce rêve de faire un livre de cuisine. Je pense qu'après ce livre-là, je pense que plus rien ne pouvait m'arrêter. Là, j'ai senti des ailes. Ici, Tu je me t'es suis dit, dit, mais moi, je peux faire mon mais propre oui. livre. Enfin, j'imagine l'émotion que tu as dû avoir quand tu as tenu le livre la première fois. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Mais c'est ça la puissance aujourd'hui. Je veux bien qu'on continue à creuser sur ce dont tu parles là. On parle notamment de monétisation. Et aujourd'hui, les gens pensent que la monétisation, en fait, il n'y a qu'une seule forme, en fait, de monétisation. Oui. Aujourd'hui, il y a une monétisation sociale. Ce que tu as essayé de faire, en fait, ce que tu as fait avec, en fait, tout ce qui est crowdfunding, c'est-à-dire mobiliser sa communauté autour en fait d'un objectif business et chacun y trouve son compte en fait parce que la communauté a envie de voir le livre naître et toi en tant que businesswoman tu as envie de te pousser encore loin pour faire quelque chose de plus innovant. Donc comment ça a été accueilli est-ce que tu as attendu en fait la première notification qui te disait oui il y a quelqu'un qui a cotisé 10 € ou des choses comme ça? Comment ça s'est passé?
comment tu as construit cette campagne, en fait, de crowdfunding et pour mobiliser ta communauté autour de ce projet? Alors, le crowdfunding, déjà, au début, quand je me suis lancée dans cette histoire de crowdfunding, enfin, c'était pour faire participer ma communauté. Je me suis dit, il y a des gens qui me suivent et je pense que la plupart des gens qui me poussent, qui m'ont poussé à faire ce livre-là, c'est des gens de ma communauté. Ceux qui m'ont dit, oui, fais un livre et ça tout, etc. Et j'avais envie qu'ils participent, pas de manière financière, mais qu'ils sentent que ils ont participé, ils ont apporté vraiment quelque chose à ce livre-là. Et ça a commencé avec, dans le livre, en fait, il y a une page, enfin, sur chaque page, il y a les produits locaux Oui. avec les langues nationales, les langues locales. Donc, chaque produit, chaque aliment, il y a les langues. Et ça, c'est ma communauté qui a fait ça. J'ai fait une Ah enquête ouais. où j'ai posé des questions à tous les gens, à toute ma communauté sur Facebook, Instagram. Comment on dit telle chose sur comment on dit ça dans telle langue, comment on dit ça dans votre langue. Et les gens ont participé, etc. Donc, les gens aussi ont fait ce livre. C'est Et donc, moi, fabuleux. qui sentent vraiment l'impact, enfin, qui font partie de ce livre. C'est pas juste le livre d'Aïssou Cuisine, mais c'est le livre de ma communauté aussi. Et le crowdfunding, c'était une étape très importante pour moi. Enfin, je pense que j'y croyais même plus quand j'ai fait ça. Je me disais, est-ce que ça allait réussir? Et je me rappelle, il y a des membres de ma famille qui me disaient, Aïssatou, oui, si 6 000 euros, tu te rends compte, c'est 4 millions. Alors, 4 millions en un mois, est-ce que tu penses que tu vas Par- regrouper 4 oui, millions? par ticket de combien? C'était des tickets de combien? Bah, alors, ça a commencé à 1 euro. Franchement, Ah les gens ouais. pouvaient donner à partir de 1 euro. Mais à partir de 16 euros, à peu près 10 000 francs au Sénégal, on pouvait avoir le livre. Et après, et c'est le plus surprenant, c'est que la moyenne du crowdfunding, c'était 50 euros. Ça veut dire que les gens en moyenne ont donné 50 euros alors qu'ils Ah pouvaient donner ouais. 1 euro. Donc Alors que ça, tu c'était demandais juste un énorme. euro. Voilà. Donc là, c'était juste énorme. Mais Ouais. franchement, c'est quelque chose qu'on a vraiment préparé. Et là, je remercie mon mentor qui est connecté. Là, c'est Mactarus Bert là qu'on voit connecté. Je Coucou l'appelle mon Magda. mentor, c'est mon petit frère, mais je l'appelle mon mentor parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer, qui m'a appris beaucoup de choses au niveau du digital. Et c'est avec lui qu'on a préparé la stratégie pour les réseaux sociaux pour pouvoir réussir ce crowdfunding-là. Donc, Donc, non, mais c'est extraordinaire. On pourrait faire tout un live et je pense qu'on va essayer de le faire que sur le livre. La stratégie de monétisation et de préfinancement, en fait, des projets grâce au digital, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce que tu notes notamment, c'est l'importance, en fait, d'une communication, en tout cas, extrêmement engagée et d'une communication, en fait, qui est avec nous, qui vit le projet, parce que finalement, comme tu dis, ce livre, en fait, c'est le livre de ta communauté. Et c'est ça, ça. en fait, voilà, en termes d'engagement, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment extraordinaire. Et ça nous montre aussi des modèles en termes de financement, parce que c'est beaucoup le problème dans l'entrepreneuriat féminin, l'accès au financement où les femmes ont beaucoup de mal pour X raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais aujourd'hui, le digital nous permet justement comment dire, de shunter en fait ces processus-là classiques et d'aller par du préfinancement avec une communauté dès lors que, bien sûr, on a réussi à en construire une belle. Et je sais que d'ailleurs, justement, la clé de la construction de la communauté, c'est en partie le contenu. Et je vois en fait, à chaque fois je me demande, mais combien d'heures il passe pour avoir ce résultat? Mais voilà, mais on sait qu'en fait c'est un processus parce que même toi, C'est je du pense que travail. c'est du travail, mais tu dois Oui. certainement des fois revenir en arrière sur les premières photos que tu as prises et te dire, Ah ah oui. non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est exactement ça. Donc j'aimerais bien en fait qu'on fasse un point sur justement le contenu et comment on arrive à engager sa communauté grâce à un contenu de qualité, parce que ça, c'est primordial. Comment aujourd'hui, comment tu as fait en fait, comment ça s'est passé cette évolution, parce que tu as dû certainement évoluer par rapport à ton contenu. Quel est le rapport que tu as avec cela? Alors, alors le contenu, en fait, bah, du coup, ça va après, je pense, rejoindre tes 5 tips, en fait, que tu vas demander. Enfin, les tips qu'on va se, autant pour moi, les conseils que je pourrais Oui. peut-être donner aux gens. Mm -hmm. Et en fait,
le contenu, la création de contenu, enfin, moi, je pense que ça se fait naturellement pour moi. Mhm. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est important, c'est que, ok, il y a eu le crowdfunding, la communauté, mais comment on crée en fait une communauté? C'est quoi une communauté déjà? Pour Mhm. moi, une communauté, c'est des personnes qui partagent en fait, qui te ressemblent finalement, qui Mhm. te ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui se retrouvent en fait en toi, en ce que tu des gens qu'on déteste, ou voilà, ou qu'on n'aime pas, Mhm. ou qui nous inspirent pas, ou voilà. Donc, c'est vraiment des personnes qui nous suivent parce qu'ils se retrouvent en nous. Et c'est quelque chose qu'on construit au fil du temps avec assiduité et patience. Donc, ce que je peux dire pour construire une communauté, enfin, d'abord, il faut être soi-même. Je pense qu'on peut pas construire une communauté en étant fausse, en essayant de jouer peut-être, je sais pas, un jeu ou ne pas être vraiment soi-même. C'est important parce que pour que les gens puissent adhérer vraiment à ce qu'on est, je pense que il faut se montrer comme on est. Mhm. Il faut pas essayer de vendre quelque chose parce que de toute façon, à un moment, on va s'épuiser. On peut pas Mhm. jouer un jeu pendant je sais pas combien de temps, les masques finiront par tomber. Et donc, le plus naturel possible, c'est d'être soi-même. Vraiment montrer ce qu'on est et ce qu'on a envie de montrer. Et je Mhm. dis tout le temps, en fait, une communauté, il faut donner. Il faut donner et ne pas tout de suite voir ce qu'on va avoir en retour parce que c'est pas quelque chose qui, la communication, c'est pas quelque chose où on investit, on a tout de suite le retour. Enfin, on fait pas une com tout de suite et on le voit. La Mhm. communauté, c'est la même chose. Les gens, au début, on a un like, deux likes, trois. Enfin, moi, je me souviens au début, je pleurais même quand je fais mon blog. J'avais pas du tout de visibilité, j'avais pas de like. Je postais un truc, j'avais passé des heures en cuisine, Mhm. des heures à prendre une photo et à écrire l'article pour après avoir que quelques vues et quelques likes. Et je râlais Ouais. auprès de mon mari, encore une fois, et qui me dit, mais pourquoi tu le fais, Aïssatou? Je dis, mais quoi? Il me dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ton blog? Pourquoi tu partages? Et je lui dis, mais parce que j'aime ça. Il dit, alors, pourquoi tu te soucies des vues, des likes, etc. Si tu aimes Ouais. ça, fais-le parce que tu Ouais. aimes. Et c'est Mhm. exactement le conseil que je vais donner à tout le monde, toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans le blogging, dans la communication, etc. Faites-le parce que vous aimez ça. Faites-le Mhm. parce que montrez-vous qui vous êtes, partagez ce que vous êtes, ce que vous avez envie de partager, ce qui vous anime. Et puis, faites-le parce que vous aimez, parce qu'à un moment, il n'y a que ça, en fait, qui marche. Le fait de partager des choses qu'on n'aime pas, ça aussi, ça ne va pas. Parce que Ouais. tout est beau sur les réseaux sociaux, tout est beau et on a l'impression qu'il faut essayer de rentrer dans un moule, etc. Mais ça, finalement, ce qui marche le plus, c'est d'être soi-même, c'est tout, et de faire ce qu'on aime. Non, mais je vais rien rajouter dessus. C'est clair et limpide et j'aime beaucoup en fait ce dont tu parles, cette histoire en fait de like en fait addict. C'est vraiment le côté on va dire pervers de ce qu'on fait et nous en tout cas les personnes qui sont dans la formation nous essayons justement de vraiment briser en fait cet a priori en fait et de dire non finalement posez-vous les bonnes questions pourquoi vous le faites et soyez authentique. L'authenticité en fait elle va se voir dans ce que vous faites. Je dis tout le temps en fait les gens ne sont pas bêtes, hein. Les gens ne sont pas bêtes. Ils Non. voient tout de suite une photo qui est trop fabriquée d'une photo qui est spontanée. Donc vraiment c'est rester soi-même, c'est extrêmement important. Je profite pour dire à personnes qui nous suivent de pas hésiter à poser leurs questions dans la section questions. Oh, il Et y a eu plein de coucou. Il y a eu plein de coucou. il y a eu Je plein de crois qu'on a... coucou, voilà. J'étais en train Les de filles, on vous fait remonter. coucou aussi. Voilà, Akoya, bonjour Akoya, Little Sims est là, Mina Pro, la cuisine de Suzanne, voilà, KNS Consulting, Massira, Box, hello, donc Il y a Max Anna Schubert, Touré, voilà, coucou. Tout le Anna monde, Touré, franchement. voilà, il y a du beau monde, Anna Touré Pierre qui est là,
Mami Et Mina Mbaye, qui donne de très bons conseils là. Mina qui donne Mina Pro son TV à intervention suivre. En ce est moment, pertinente. et en ce moment, elle est en train de partager beaucoup de choses sur le prix, comment fixer son prix. Donc, allez la suivre sur Instagram. Elle donne beaucoup de conseils. Coucou Nafissa, coucou Ali, coucou Akoya encore qui est là. Donc, coucou tout le monde, Jollof Cuir, Momo Loboche, hey, coucou. Envolée gourmande, je te fais un coucou aussi. Je vois Oui. beau monde aujourd'hui. Non, c'est sympa, Qui ça fait d'autre plaisir. aussi? Et il y a beaucoup de filles, il y a des hommes, mais je vois beaucoup de femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes. Non, non, c'est sympa. C'est sympa. Alors, donc tu parlais tout de suite justement de ce côté très authentique qui est important en fait à maintenir. Moi, je dis aujourd'hui dans l'océan de contenu dans lequel nous sommes obligés de naviguer parce que tout le monde publie quelque chose. Tout le monde, en fait, coucou Tafio. Donc, tout le monde, en fait, poste des choses. Et finalement, il faut s'imaginer qu'on est dans un océan bleu et qu'il faut Ouais. faire en sorte de faire, en fait, une tache orange pour être vu. Voilà, c'est aussi simple que ça, rester soi-même. Et donc, rester authentique, rester soi-même, commencer avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Et justement, tu parlais d'authenticité. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'inspire pour ta communication. Est-ce que en fait, tu suis en fait ton instinct, tu as un instinct culinaire ou tu as un instinct par rapport aux produits ou par contre, c'est une créativité digitale, tu as envie, en tout cas, tu vois la photo de ce que tu veux faire et ensuite tu le reproduis en cuisine. Comment ça se passe? Alors, dans ma communication, franchement, je peux dire je suis à mon instinct. Je vais là où mon instinct me conduit, là où mon imagination me conduit. Et après, oui, la seule chose que je vais peut-être travailler, c'est comment je vais présenter cette chose-là. Donc, je peux avoir une idée. Et c'est important de voir comment on peut présenter la chose parce qu'aujourd'hui aussi, on croit qu'on le dise, on est dans un monde où tout est visuel et c'est un monde d'apparence. Donc, on a beau proposer un plat, et là, dans le monde du blogging culinaire ou des plats, etc., de la restauration, donc coucou KNS Consulting, elle pourra confirmer, dans le monde de la restauration, le visuel est super important. Ce qu'on va proposer, ça peut être bon, mais il faut que ça soit beau. Donc là, c'est ça que je vais travailler. Mais l'instant, l'imagination, ça c'est quelque chose que je vais là où mon imagination me porte. Mais la manière de présenter, c'est-à-dire comment je vais prendre la photo, comment je vais présenter l'aliment. Et il faut savoir que ce qui est difficile dans nos cuisines là, c'est qu'on a beaucoup de plats en sauce par exemple, et il y a des plats qui sont pas faciles à mettre en avant pour que de manière esthétique ce soit joli à présenter. C'est juste voilà. La grosse marmite de soupe au candia toute gluante, même si c'est excellent. Si on veut en faire la promotion, comment, justement, aujourd'hui, si tu avais à donner un conseil vraiment très pratico-pratique sur comment présenter un plat de soupe au candia, comment tu vas faire? Genre, c'est pas le riz d'un côté, la sauce d'un côté. Comment on fait? Est-ce qu'on déconstruit les composants? Comment on fait? Alors, en termes de présentation, en stylisme culinaire, etc., les plats africains, les plats en sauce, en fait, comment on peut présenter ça? Déjà, en fait, visuellement, les grosses quantités, c'est plus difficile à prendre en photo. Donc, généralement, on propose de réduire la quantité ou quand on a une grosse quantité, de prendre, en fait, une vue un peu plus loin. Donc, si on prend la grosse marmite, le but, en fait, c'est d'avoir une petite marmite, donc une marmite un peu plus petite pour garder le côté un peu authentique. Et en fait, garder toujours des éléments un peu crus. Donc, ça veut dire que moi, il y a des plats, quand je vais les prendre en photo, ce sera pas du tout cuit. C'est des plats, je vais arrêter la cuisson juste pour la photo. Et c'est là que je vois mon mari qui va râler. On a faim, faut que t'arrêtes avec tes photos, etc. Ou mon fils qui me dit, est-ce qu'on va manger? Vous mangez toujours froid, alors? On prend la photo et après on mange. Donc, c'est difficile. C'est vrai qu'il faut faire patienter la famille. Mais voilà, il y a des moments où c'est arrêté. Donc, le plat de soupe canoti, pour moi, c'est un plat où, par exemple, ce qu'on peut mettre en avant de ce qui est le plus joli, en fait, dans le plat, c'est le gombo, finalement. Donc, on choisit un élément à mettre en avant qui compose le plat, c'est le gombo. Donc, demain, si je dois prendre en photo le soupe candia, ce sera
la sauce, mais j'aurai des morceaux de gombo crus un peu, découpés de manière un peu jolie que je vais parsemer sur la photo. Et je ferai ressortir peut-être les crustacés un peu de manière plus jolie, mais pas mélangés à la sauce. Pour qu'on voit, et peut-être le riz à côté. Mais le plat typique, voilà, qui vient avec tout mélangé, etc., en photo, c'est un peu dur à prendre. Et le visuel, bah, comme on l'a dit, c'est super important. Il faut soigner son visuel dans le monde actuellement du digital, des réseaux sociaux. Le visuel, c'est important. Et c'est ce que j'ai compris quand j'ai commencé mon blogging. Au début, je prenais une photo avec mon appareil photo et à un moment, je me suis dit, stop, il faut que j'upgrade et que j'évolue dans ce que je veux montrer. Si je veux vraiment passer de niveau un peu, d'être à un autre niveau, il faut que j'investisse pour pouvoir avoir la qualité que je veux. Oui, la qualité, voilà, c'est les photos. Et donc, j'ai dû aussi faire des heures de, de stylisme, de vidéos sur le stylisme culinaire et sur comment il y a Amina qui dit qu'elle a appris quelque chose, le stylisme culinaire. Elle connaissait pas. Moi, je vois toujours à côté des photos, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Donc, non, mais c'est important. On a vu, par exemple, il y a quelques années, quand il y a eu le boom, en fait, des téléréalités culinaires, etc., les MasterChef et tout ça, on a tout de suite vu qu'en fait, il y avait beaucoup de challenges qui étaient liés à la déconstruction. C'est-à-dire, l'imaginaire qu'on avait, en tout cas, d'un plat, il fallait, en fait, le faire autrement. Voilà, le cassoulet, fallait le présenter autrement ou le cuisiner autrement, etc. Et je pense que c'est ça aussi le défi qu'on a, nous, dans notre comment dire, cuisine africaine, qui est souvent très familiale, c'est souvent la grosse marmite, etc. Il faut qu'on aille vers ce stylisme-là qui est extrêmement important pour montrer, en fait, comment dire, revisiter, pas forcément les goûts, mais revisiter en fait l'imaginaire qu'on peut avoir de ces plats-là et surtout quand on veut exporter, parce que c'est ça aussi, je voulais en venir. Aujourd'hui, en fait, je ne sais pas à quel point ta cuisine elle s'exporte à travers ce que tu publies aujourd'hui. Tu peux peut-être en parler? Oui, alors, en fait, mon blog, si je peux donner des chiffres, à peu près mon blog, c'est plus de 100 000 visites par mois, 200 000, je peux aller jusqu'à 300 000 au mois de Ramadan. Bizarrement, les gens, quand ils ont faim, ils passent leur journée à regarder. C'est pour ça que j'ai fait le live à midi, là, et quelques pour voilà. que les gens, voilà. Donc, au mois de Ramadan, je peux avoir 300 000 visiteurs dans le blog, etc. Mais en moyenne, c'est 100 000 visites par mois. C'est des gens de partout dans le monde et j'ai beaucoup en fait de profil type de gens que j'ai, c'est de tout âge, de toute nationalité, c'est des personnes qui sont mariées avec des Sénégalais et qui veulent épater leur belle-mère. Donc j'ai beaucoup de couples mixtes qui me suivent, etc. Donc ça fait plaisir. Ou des personnes qui sont mariées à des Africains et qui ont envie de connaître un peu plus la culture et les cuisines voilà, les cuisines d'Afrique et du Sénégal. C'est un peu, j'ai vraiment tout type de personnes qui me suivent, donc je peux dire que que ça s'exporte, que les gens, on arrive à toucher des gens de tout horizon, justement parce qu'on essaie de voir comment parler à tout le monde. On essaie de parler le langage de tout le monde et puis de démocratiser. Le but, c'est surtout ça, c'est de démocratiser notre cuisine et de pas rester coincé en fait. Moi, je suis contre toutes les étiquettes, les cases, on essaie de nous mettre, alors que c'est pas ça. Tout à l'heure, tu as dit la grosse marmite. Je n'ai rien contre la grosse marmite, c'est joli. Et même, j'adore même les plats familiaux, etc., où on a tous la main. De temps en temps, j'ai des photos comme ça. Le plus important, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on raconte. C'est tout. Oui. Que ce soit dans la communication, dans le blogging, dans la photographie, c'est l'histoire qu'on raconte. Tout à l'heure, les gens retiennent que ce qui les touche. On retient à 100%. On peut parler aujourd'hui, là, on va faire 1 heure de direct. Les gens vont retenir que ce qui les ont touchés. C'est la même chose en blogging, en photographie. On peut faire le plat familial, mais c'est la manière dont on va présenter ce plat-là, l'histoire qu'on va raconter à travers les photos, qui va faire que les gens vont retenir cette photo. Donc, ça veut dire qu'ils vont voir des mains la main qui va couper la viande, l'autre main qui va l'attraper.
ils vont voir tout l'univers, les couleurs qui sont sur la photo, le tapis peut-être, le bassin, etc., les cuillères par-ci par-là, qui font que les gens vont retenir cette photo-là. Et à côté, on peut avoir une photo super gastronomique, waouh, mais qui va être froide parce que finalement, il n'y a pas d'histoire qu'on raconte à travers ces photos. Donc, c'est pas l'esthétisme, en fait, c'est pas juste essayer de rentrer dans des codes, etc. C'est simplement de raconter une histoire à travers ce qu'on propose aux gens et d'essayer de les toucher à travers ce qu'on raconte. C'est tout. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Racontez votre histoire, soyez authentique et l'imaginaire, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, si un Américain voit en fait ta page Instagram, il faut qu'elle ait envie de découvrir cette Afrique-là parce qu'il va se faire en fait tout un ensemble d'imaginaire autour de cette photo. Alors que peut-être qu'avant, on poussait pas jusqu'à ce niveau-là, en fait, cette recherche-là d'authenticité qui est extrêmement importante. Et on voit cette nouvelle génération qui est là. Vraiment, il y a beaucoup de contenu de qualité qui arrive. Et c'est pour ça aussi que je tenais à ce qu'on en parle, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans la restauration, en entrepreneuriat, et qui peinent en fait à engager en tout cas le digital, parce qu'elles n'ont peut-être pas compris tous les codes. Peut-être qu'elles sont restées en fait dans une approche un peu trop traditionnelle. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, lancez-vous, voilà, montrez ce que vous avez envie de montrer, mettez-vous en live en fait quand vous êtes dans votre cuisine parce que vous galérez à découper, je sais pas quelle volaille, enfin j'en sais rien, mais soyez vous-même en fait. Et ça marche. Tu parlais de chiffres tout à l'heure, j'ai bien envie de creuser si on peut parler Alice. Est-ce qu'on peut parler Khalis dans les quelques minutes qui nous restent? Ça dépend. Dis-moi. Non, mais je voulais juste, pour qu'on aborde justement cette capacité qu'a le digital aujourd'hui à créer du business. Est-ce que tu peux juste en fait revenir sur les belles opportunités que le digital t'a créées, par exemple? Oui, alors, donc j'ai eu, en tant que blogueuse culinaire pendant quelques années, enfin jusqu'à maintenant, Pourquoi il rigole, Maktar, là? Pourquoi il rigole, là? Maktar, parce qu'on va parler d'argent. Oui, on a un inside something, là. Je sais pas c'est quoi, mais je t'écoute avec religieusement. Oui, donc, on peut dire que le premier gros contrat que j'ai eu, c'est après 2 ans de blogging. Oui. Ça veut dire qu'avant ces 2 ans-là, c'était surtout des contrats où les gens m'ont proposé de me donner des produits, etc. Donc, c'était pas grave. Parce qu'au début, moi, j'avais vraiment cette optique d'aider les entrepreneurs autour des produits locaux. Après, en investissant dans, par exemple, un appareil photo, en rendant mon contenu un peu plus professionnel, donc avoir une ligne éditoriale, être de plus en plus récurrente, avoir des sujets qui intéressent les gens. Donc tout ça, ça a fait que j'ai pu toucher d'autres personnes parce que voilà, c'était un peu plus professionnel. Donc mon le premier grand contrat que j'ai eu, c'était avec ICRISAT. ICRISAT, en fait, c'est l'Institut de recherche sur les cultures des zones semi-arides. Donc, c'est basé au Mali, mais le siège est en Inde. Et en fait, c'était un programme international, c'était une campagne pour mettre en avant les céréales comme le mil, le sorgho, le moringa et l'arachide. Donc, c'était réputé à l'époque être des céréales trop vieux, trop ancestrales et qu'ils voulaient mettre ça au goût du jour et toucher la jeunesse. Donc, on m'avait chargé de créer 5 recettes et de faire une communication autour de ces aliments-là. Donc, c'était mon plus grand contrat à l'époque. Donc, après 2 ans. Et avec ce contrat-là, j'ai pu acheter mon appareil photo. J'ai pu upgrader et avoir un appareil photo un peu plus performant. Donc, c'était à l'époque bien payé. Après ça que j'ai pu avoir mon deuxième contrat tout de suite, c'était avec Accor Hotel, avec qui je travaille toujours, où je suis ambassadrice. Donc je suis ambassadrice Accor Hotel. Je rédige des articles pour le site d'Accor Hotel sur la gastronomie sénégalaise. Voilà, donc ça c'était mon deuxième plus gros aussi, c'était bien payé. Je me souviens une fois, le jour où je devais écrire un article pour le site d'Accor Hotel, on m'avait payé le billet d'avion pour moi, mon mari, mon fils.
au Sénégal, Waouh. plus l'hôtel, voilà. Donc, c'était des choses, en fait, qui, si on parle en termes d'argent, donc c'était ça, plus la rémunération de Plus le l'article. cachet, oui. Mhm. Voilà, plus le cachet de l'article à rédiger. Mhm. Donc ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans le blogging, mais que j'ai pu avoir après 3 ans de dur labeur. C'est pas, Ouais. je suis venue, j'ai fait un blog et puis j'ai pu avoir ça. Mhm. Aujourd'hui, je suis égérie d'une chaîne de restaurants. Mhm. Aussi, c'est avec le blogging que j'ai pu avoir ça. Et je dirais, c'est avec un peu ce qu'on a pu un peu véhiculer, l'image qu'on véhicule, parce que moi, même si je suis blogueuse, je travaille qu'avec des marques avec qui je partage la même valeur. Ça sert à rien d'être Mhm. blogueuse et après de vouloir travailler. Bon, ça dépend de ce qu'on veut, de vouloir travailler avec tout le monde. Mhm. Finalement, en fait, le but, c'est de rester soi, je dirais encore rester soi-même Mhm. et avoir, et travailler qu'avec des marques avec qui on partage les mêmes valeurs. Parce qu'après, à un moment, ces marques-là, moi, aujourd'hui, c'est pas juste des marques pour moi. Parce que c'est des partenaires même. C'est des gens qui sont partenaires avec moi, même pour la création de Keliba Café, que j'ai pu garder Ouais. contact avec eux. C'est des marques avec qui j'ai pu recollaborer pour mon livre de cuisine. Donc, c'est important d'avoir une relation professionnelle, mais saine, avec les marques avec qui on travaille. D'où l'intérêt de travailler avec des marques avec qui on partage les mêmes valeurs. Ça, c'est très important. Mhm. Non, non, mais c'est très important et comment dire, moi tu dis en fait, comme disait tout à l'heure Amina, tu distribues des diamants, tu dis tout ce qu'il faut en fait que les gens entendent parce que aujourd'hui les gens sont trop pressés. C'est souvent le problème. Tu fais 2, 3 mois où tu postes une fois de temps en temps et tu dis oui mais personne n'achète mes trucs machin. Voilà, les gens ne me passent pas de commandes. Mais non, en fait, non, c'est vraiment un travail, une construction. Voilà. C'est une construction, une communauté, on ne la construit pas en fait du jour au lendemain. Il faut vraiment Non. faire la différence entre sa clientèle et sa communauté. C'est très différent, ok? Et Merci. donc, c'est de la communauté qu'on va tirer des clients. Et donc, c'est Merci. un tunnel, c'est le tunnel d'acquisition classique qu'on apprend dans le marketing classique, mais qu'il faut en fait appliquer au digital. Il ne faut pas que les gens croient que c'est différent. Il y a un tunnel d'acquisition. Les clients, ce sont des êtres humains. Ils sont dans l'hésitation. Ils sont aujourd'hui ils ont un sentiment aujourd'hui, ils ont envie de ceci demain, ils sont très versatiles, ils sont même chiants des fois, les clients. Mais voilà, le client est humain et il a besoin en fait qu'on l'amène, qu'on l'accompagne dans cette acquisition-là pour qu'il devienne quelqu'un, un membre d'une communauté, d'un follower vers en fait un client fidèle, voire un ambassadeur qui va systématiquement te recommander à chaque fois. Donc, il faut de la patience, de la persévérance et pendant tout ce temps-là, voilà, on se met comme religion en fait de faire que du contenu de qualité avec ce qu'on a, hein, les Avec moyens ce qu'on qu'on a. Oui, oui, Mm. avec les moyens qu'on a, parce que Ah, c'est au moment T, en fait, des fois, on fait des publications, on dit, ah non, 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 tout le monde, j'ai fini le game, ma fille, machin. On regarde ça 3 mois après, on se dit, non, Ah mais non, c'est attends, vrai. c'était Moi, horrible. comment j'ai pu poster ça? C'est vrai, hein? Avec Voilà, les moyens du bord. Mais heureusement qu'on évolue. Et tu as dit quelque voilà, chose d'important tout à l'heure. On fait pas une publication et se dire, ah, mais pourquoi personne n'achète? Il faut être récurrente. C'est vraiment, et ouais, puis une communauté, c'est donnant-donnant, hein. On peut pas ouais. venir tout de suite, allez, pof, acheter ce que j'achète, mais les gens, à quel moment tu leur as donné quelque chose pour qu'eux, ils te donnent quelque chose? C'est du Mm, donnant-donnant. C'est pour ça, aujourd'hui, on propose aux gens, même qui vendent, d'avoir quelque chose à offrir. Quand je dis mm, offrir, c'est pas juste des cadeaux, mais c'est du temps, de l'expertise, du temps, c'est-à-dire répondre aux questions, etc. mhm, Donner des conseils, apporter quelque chose à sa communauté qui fait que les gens adhèrent à ce que tu vends. Sinon, bah, mm, pourquoi ils vont acheter? Tu viens, pof, tu leur bombardes tous les jours de produits, ils te connaissent pas, ils savent pas qui tu es, ils savent pas ce que toi tu es, ce que tu veux vendre, et ça, c'est pas mhm, facile. Et donc, ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est sur la durée. Moi, c'est après 2 ans de blogging que j'ai pu avoir un contrat, c'était par chance, et après le reste, c'était 3 ans. Aujourd'hui, j'ai 5 ans de blogging. Ce que j'ai pu réaliser avec le blogging, c'est parce que c'est du travail. Les ouais. gens, en fait, disent oui, être blogueur, c'est bien, on nous invite dans tous les restaurants, Ah non. on nous donne des choses gratuites, mais c'est pas que
c'est pas que ça. Déjà, moi, en tant que blogueuse, je fais pas ce type, enfin, malheureusement, je vais pas dans les invitations de restaurants parce qu'après, on peut pas tous les finir, on peut pas tout manger. C'est difficile. On peut pas tous les finir. Et puis, j'ai décidé je m'étais décidé, pour moi, ce que je voulais faire, c'était la création de contenu pour mettre en avant des aliments. C'était pas pour mettre en avant des insultes, etc. Donc, j'avais vraiment ma ligne éditoriale en tête. Et ça aussi, c'est important. Faut pas se disperser quand on a en sa page. On n'a pas, quand on a et au Sénégal, c'est marrant, hein. Tu vas avoir une page de cuisine, les gens vont t'envoyer des bin ou je sais rien, qui n'ont rien à voir avec ton produit pour faire la promotion. Donc, faut garder en tête sa ligne éditoriale tout de suite. Allez, focus. On se disperse pas les gens, sinon on va dans tous les sens. Non, mais c'est super que tu parles de ça parce qu'il nous reste quelques minutes. J'aimerais que tu enchaînes sur les 5 choses que tu donnerais comme conseil. La ligne éditoriale, et tu as parlé de contenu, tu as parlé de ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est juste un planning, hein. C'est de dire lundi je fais ça, mardi je fais ça. Il faut pas le compliquer. Après, on peut aller sur des stratégies éditoriales plus poussées. Mais au départ, c'est un calendrier, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce que je fais? Mais surtout dans l'anticipation. Donc, je te laisse en fait juste te dire peut-être 5 tips avant qu'on ne soit coupé. Est-ce qu'on revient ou enfin pour que je puisse savoir quand on va Non, on va essayer de rester sur. On a encore 5 minutes, donc ça va aller. Ok. Alors, en fait, avoir sa ligne éditoriale, en fait, c'est déjà avoir un thème en fait de ce qu'on fait. Moi, mon thème, par exemple, de mon blog, c'est le monde aux saveurs d'Afrique, c'est le Sénégal, les aliments du Sénégal, la cuisine sénégalaise, etc. Aujourd'hui, si on me demande de faire des produits de beauté, c'est pas ma ligne éditoriale, voilà. Donc, il faut avoir un thème. Après, la récurrence, c'est de se dire tous les samedis, je vais poster un article et par exemple, tous les mercredis, je vais poster une recette. Et on reste sur ça. Ça veut dire qu'en fait, on donne un rendez-vous à sa communauté. Sa communauté saura que tous les lundis, ah tiens, il y a la recette qui va sortir d'Aistou chaque lundi. Ou à chaque samedi, je sais qu'il y a un article sur un sujet qui va sortir. Donc, c'est un rendez-vous en fait qu'on donne. C'est un rendez-vous entre nous et notre communauté. Et ça, il faut rester récurrent et être assidu. C'est-à-dire, on va pas fausser sa communauté, se dire, ah tiens, vous attendez la recette mardi, mais finalement, je vais poster ça le samedi, etc. On peut faire ça de temps en temps, mais le but, c'est vraiment de rester récurrent et assidu sur ça et de faire ça sur la durée. Ce qui fait qu'à un moment, on a des gens qui savent que chaque lundi, on a ça qui va tomber, qui savent que Aistou Cuisine, chaque tel jour, va parler de telle chose. Et c'est des gens qui vont être des futurs ambassadeurs qui vont dire, ah tiens, attends, je vais regarder ma boîte aux lettres parce que je sais qu'il y a la recette qui va tomber. Ou attends, je vais regarder sur Facebook. Donc, c'est ça, c'est important. C'est vraiment trouver, donner un rendez-vous à sa communauté. Non, alors, il y a des commentaires qui parlent effectivement de cette importance de thème. Ndiaye Astou, qui nous parle effectivement au-delà du calendrier, c'est bien sûr, évidemment, en fait, c'est ce qu'on appelle, enfin, il y a le calendrier éditorial qui est l'agenda, mais il y a la ligne éditoriale qui est le positionnement, en fait, de contenu et qui positionne aujourd'hui au même titre que un Elle Magazine ou, l'Observateur, voilà, la ligne éditoriale. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ta générosité dans le partage, tous les tips en tout cas que tu as donné de manière assez spontanée. Je te remercie beaucoup pour avoir répondu à l'appel suite juste à un inbox, qui est sorti de nulle part. Tu as accepté vraiment au pied levé de venir partager et c'est ce que nous cherchons en fait à construire, c'est cette chaîne de générosité et de solidarité dans le partage d'expériences en tout cas entre les femmes entrepreneurs. Donc moi je vous invite à rejoindre notamment le programme qui est dédié en fait à l'accompagnement en termes de digital sur l'entrepreneuriat. On a plein de formations, on a 7 modules.
Je vais partager ça. Si vous suivez mon profil, vous verrez en fait tous les liens. Le lien est en bio pour s'inscrire, pour apprendre à communiquer sur Instagram, pour faire de la publicité, pour créer une communauté, un groupe, etc. Utiliser WhatsApp Business. Et bien sûr, pour ne pas rater les invitations d'entrepreneurs à succès comme Aïssatou. Je te laisse 30 secondes de au revoir. Il nous reste 1 minute 30. Donc, je te laisse nous dire ton dernier mot d'au revoir et merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et ce que j'aimerais juste dire aux gens, c'est de ne pas se donner des limites. Franchement, quand on a un rêve, un projet, etc., c'est d'y aller. Aujourd'hui, on est dans un monde super connecté. On a toutes les formations, les aides dont on a besoin. Ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander de l'aide auprès des professionnels, etc. Mais surtout, ne pas se fixer des limites, ne pas se dire je ne vais pas y arriver, même si on est une femme. Aujourd'hui, moi, je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, je travaille et ça ne m'empêche pas de réaliser mes rêves. Donc, la limite là où on se dit faut que j'abandonne mes rêves parce que je suis une femme, ça c'est fini. La femme au 21e siècle, elle fonce, elle fait tout. Elle a des ailes parfois qu'elle va poser, etc.